Le 2 octobre 1996, un Boeing 757 de la compagnie nationale péruvienne, Aéropérou, s'est retrouvé quelques secondes seulement après son décollage dans une situation dramatique, en pleine nuit, au-dessus de l'océan, sans instrument de bord. Voici l'histoire du vol Aéropérou 603. Lima, capitale du Pérou. Aéroport international Jorge Chavez. Ce soir, le vol 603 d'Aéropérou à destination de Santiago du Chili est prévu à l'heure. Aux commandes, deux des meilleurs pilotes de la compagnie. Le commandant Eric Schreiber, 58 ans, et son copilote, David Fernandez, 42 ans. Leur avion est un Boeing 757, un biréacteur moderne mis en service 4 ans auparavant. Le vol ce jour-là est peu chargé, et en cabine, les passagers sont à l'aise. Ils ne sont que 61 pour quelques 200 fauteuils. Beaucoup sont chiliens et rentrent à Santiago, les autres sont péruviens, anglais, italiens ou espagnols. Et parmi eux, le beau-frère est un collaborateur d'Albert Menus, un homme d'affaires mexicain. Mes sociétés font des affaires en Amérique du Sud. On fait de l'exportation. On rend donc visite souvent à nos clients. Cette fois-là, Kenny et Abraham allaient voir des clients au Pérou et au Chili. Visite pré-vol et checklist de mise en route effectuée. Pour l'équipage, le vol 603 s'annonce comme une simple routine. Tour de Lima, Aéropérou 603, piste 1-5, prêt à décoller. Aéropérou 603, procédure de limitation de mobilité active, vent nul, autorisé décollage piste 1-5. 1-5, 1-5 au transpondeur. Volet 15 degrés, checklist de décollage terminée. À minuit 40 précise, l'avion s'aligne sur la piste. T'as vu un peu la précision, mieux qu'une montre suisse. Et ça roule. Le Boeing 757 est un avion de conception récente, où l'informatique tient une large place. Les ordinateurs facilitent la tâche des pilotes et évitent les erreurs humaines. Au moment de mettre les gaz, les deux pilotes ont une totale confiance dans leur machine. Puissance affichée. Puissance affichée. Lentement, l'avion prend de la vitesse et tout paraît normal. 82. Vérifié. V1, rotation. V2. Train rentré. Parfait. Mais à peine l'avion a-t-il quitté le sol qu'une alarme retentit dans le poste. Les altimètres sont bloqués. L'altimètre mesure l'altitude de l'appareil par rapport au sol. Et en l'occurrence, les altimètres affichent 0. Les altimètres sont bloqués. Oui, tous. Alors bon, maintien V2 plus 10. Le 757 dispose de 3 altimètres. Celui du pilote, celui du copilote et un troisième de secours. Et aucun des 3 ne fonctionne. Pire, soudain, un deuxième instrument est lui aussi défaillant, l'indicateur de vitesse. La vitesse. Quoi? La vitesse. Qu'est-ce qui se passe? On ne monte pas. Je monte, mais la vitesse. Attends, non, garde la même vitesse. En l'espace de quelques secondes, l'équipage ne sait plus à quelle hauteur il se trouve, ni à quelle vitesse il vole. Ce sont les deux éléments essentiels, l'altitude. À l'école, depuis la guerre de 14, on leur dit aux pilotes de l'altitude, maintien d'altitude, maintien de vitesse. Si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est l'accident, ça c'est clair. Le vol 603 laisse derrière lui les lumières de Lima et se dirige maintenant droit vers l'océan Pacifique. Mais sans indication de vitesse ni d'altitude et en pleine nuit, les deux pilotes volent en aveugle.
Au sol, le contrôleur suit la progression de l'avion. Pour l'instant, le tracé du vol est normal. Alors que dans le poste, une nouvelle alarme apparaît, indiquant cette fois une anomalie dans la trajectoire. C'est bizarre, on vire à droite. 3 minutes après avoir quitté le sol, les pilotes ont la désagréable impression de ne plus maîtriser totalement leur avion. Grimpe, 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 grimpe. Je grimpe. Mais grimpe, tu descends là, David. Je grimpe, mais la vitesse. Oui, mais rien ne fonctionne. Le McTrin, le rudder ratio. Grimpe, 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 grimpe. Cap au 100. Oh, tu y es. Ce cap-là est bon. Règle la poussée de montée. Pilote automatique enclenché. Soudain, un des altimètres semble se réveiller et fournit enfin une indication d'altitude. Maintenant, c'est le pilotage automatique qui paraît défaillant. Pour fonctionner, ce système doit recevoir des informations identiques d'au moins 2 des 3 ordinateurs de bord. Or, aucun ordinateur ne donne les mêmes informations. Impossible d'enclencher le pilotage automatique, les pilotes doivent poursuivre en manuel, alors que les alarmes se multiplient. Le McTrim. Le McTrim. Cette fois, l'alarme indique une variation dans l'altitude, alors que l'avion semble voler en palier. Revenons aux instruments de base, puisque tout le reste est foutu. Un avion comme ceci, comme tous les avions aujourd'hui, sont gérés, où les informations sont gérées par des calculateurs ou des ordinateurs qui discutent entre eux. Et lorsqu'il y a un bug, c'est comme en informatique, il faut les limiter, il faut resetter, il faut rebooter, il faut couper. Il faut avoir le courage de dire, allez, je ne comprends plus rien, j'abandonne. Et là, retour à son pilotage de base, et on réfléchit, et on prend du temps. Mais réfléchir à bord du vol 603 devient de plus en plus difficile. Les pilotes n'arrivent pas à comprendre ce qui leur arrive. Bien sûr, pour l'instant, ils contrôlent toujours l'avion. Et pour combien de temps? Dans le doute, le commandant décide de faire demi-tour pour se reposer de toute urgence. On est en situation d'urgence. Aéropérouse 603 Lima. Déclarons une situation d'urgence. On n'a plus les instruments de base, ni altimètre, ni anémomètre. Déclarons situation d'urgence. Bien reçu. Quelle est votre altitude? On ne sait pas. On a grimpé jusqu'à 1000 pieds. Je dirais environ 1700 pieds. 603. Confirmez si vous le pouvez. Veuillez passer sur la fréquence 119.7, comme ça vous serez sûr de recevoir les instructions radar. L'avion est encore tout près de Lima, à peine 60 km. Et seulement 5 minutes se sont écoulées depuis le décollage. L'équipage compte maintenant sur l'aide du contrôleur pour les ramener au terrain. Pour eux, la situation est totalement incompréhensible, d'autant que l'appareil sort tout juste de révision. On passe sur 119.7. L'automanette s'est déconnectée toute seule. Les abrutis de l'entretien ont flanqué un sacré bordel. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là? Bon, je prends les commandes. Ok, tu as les commandes. Leur intuition concernant la maintenance est juste. Mais à cet instant, elle est impossible à vérifier. Lima 603. Aéropérouse 603 Lima. Demandons un cap pour l'ILS de la piste 15. Pas encore, attendons. L'avion a fait demi-tour et essaie de retrouver sa route vers l'aéroport, en utilisant des indications de vitesse et d'altitude toujours aussi aléatoires. Et l'altitude actuelle? On est à combien? Nous, on a 4000 pieds affichés. Vous pouvez nous confirmer? Correct, maintenez 4000 pieds. Non, c'est extrêmement stressant. Je veux dire, on a déjà une alarme. Et puis il y en a 2, puis il y en a 3, puis il y en a 4. Et là, ça devient un stress extrêmement sévère et difficile à gérer. Automanette déconnectée. On n'a plus aucun moyen de contrôle. On n'a plus de moyens de contrôle. On a même perdu les instruments de base. The airplane was controllable, but
Il pouvait encore piloter l'avion, mais dans une telle situation, il faut d'abord déterminer ce qui ne va pas. Cela dit, c'est très facile après coup. On est tranquillement installé dans un fauteuil, il fait beau. C'est facile de dire ce qu'ils auraient dû faire. Quand il fait froid, qu'il fait nuit noire et qu'on a des alarmes qui sonnent et sifflent dans tous les sens, ça devient très difficile d'analyser les informations contradictoires qu'on reçoit. Une pareille situation n'a pas dû se produire plus de 10 fois au cours de ces 20 ou 30 dernières années. L'avion est toujours au-dessus de l'océan, volant dans la nuit et la brume, sans le moindre repère visuel. À cet instant, les seules informations proviennent du contrôleur. Attends, ça répond. La vitesse est à 0. Toutes les vitesses. C'est pas vrai. Pouvez-vous nous indiquer notre vitesse si vous nous avez au radar? Oui, affirmatif. Vous volez à 340 nœuds en montée vers 7000 pieds, 2 nautiques au sud, sur un cap 195. Le radar peut calculer la vitesse de l'appareil en mesurant son déplacement entre deux relevés radars. Ok, c'est ce qu'on a. On a un cap de 190 et on a 7000 pieds affichés sur l'altimètre. Oui, correct. Vous êtes en train d'atteindre les 7000. En revanche, les pilotes et le contrôleur oublient que le radar ne peut pas calculer l'altitude. L'altitude indiquée sur l'écran provient du transpondeur de l'avion et est donc totalement fausse. Le contrôleur aérien faisait tout ce qu'il pouvait pour aider les pilotes, mais il n'avait pas la bonne altitude. Il recevait les données erronées transmises par l'altimètre du commandant de bord. Explication avec un ancien commandant de bord d'Air Canada. La raison pour laquelle le contrôleur n'avait pas la bonne altitude est simple. C'est l'altimètre de l'avion, par l'intermédiaire de l'ordinateur de bord, qui transmettait l'altitude au radar. Seulement, l'altimètre de l'avion était faux. Et donc, l'altitude que le contrôleur lisait sur son écran et retransmettait à l'équipage était forcément incorrecte, puisque tout était faux depuis le départ. Au cours de l'enquête, on découvrira la véritable trajectoire du vol 603, alors même que les altimètres indiquaient une altitude quasiment constante de 10 000 pieds. En cabine, pour l'instant, les passagers ignorent tout du drame qui se joue dans le poste de pilotage. Évitez les coups de palonnier trop violents si la pression du système hydraulique est bonne. Oui. L'avion vole depuis 7 minutes et l'équipage profite d'un instant de répit pour tenter de trouver dans la documentation de bord une explication et surtout une solution. On n'essaie pas de ramener l'avion en automatique. Au sol, tout le monde croit encore à un simple incident, susceptible de se terminer avec un atterrissage d'urgence. Aéropérouse 603, je vous localise à 9200 pieds. Quel est votre cap? On prend un cap 205. Affirmatif. Vous virez lentement à droite, correct? Non, on garde la même trajectoire pour rester loin de la côte. Mais tout le monde oublie que l'altitude affichée sur le radar est celle donnée par l'avion et est donc fausse. En fait, à cet instant, l'appareil est en descente. Votre distance est de 30 nautiques. Vous voulez un cap pour accrocher la balise, correct? Correct. Je vous propose de prendre un cap au nord au 360. 360. On a beaucoup d'ennuis avec les instruments. Il va falloir que vous m'annonciez les altitudes et la vitesse au sol, si vous le pouvez. Ok, bien sûr. On y va. Allons-y pour l'approche. Les deux hommes sont inquiets. Contrairement à l'habitude, ils n'ont plus aucune confiance dans leur machine. Et dans ces conditions, un atterrissage est extrêmement délicat. On essaie de descendre sur ce cap. Mais on grimpe. Les vitesses affichées sont irrationnelles. Sur un instrument, elle descend sous la vitesse de décrochage, alors que sur l'autre, on frôle la survitesse. On descend à 10 000 pieds. Mais qu'est-ce qui se passe avec la vitesse? Tu crois que c'est notre vraie vitesse? C'est bien ce qui m'inquiète. Non, je ne le crois pas. Pouvez-vous contrôler notre vitesse, s'il vous plaît? Je lis 320 nœuds. Nous, on a 350, mais... Les moteurs tournent au ralenti, mais nous, à l'inverse, on n'arrête pas d'accélérer. Ok, bien reçu.
Il faut se mettre à la place de ces pilotes qui n'ont aucune indication fiable sur leur vitesse. Ils vont alors essayer de modifier leur assiette de vol. Mais cette seule manœuvre suffit à changer la vitesse relative indiquée, même si elle est fausse. Les deux pilotes se sont sentis vraiment perdus. Ils ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Ils ont absolument tout fait pour sauver l'appareil. Mais ils devaient être complètement épuisés, parce qu'ils multipliaient les efforts, parce qu'ils s'affolaient, parce qu'il y avait toutes ces alarmes qui se déclenchaient. Pour l'atterrissage, les pilotes doivent maintenant ralentir l'avion et décident de sortir les aérofreins. Aérofrein sorti. D'abord tout se passe bien. Et puis, soudain... C'est bon pour la vitesse. Les 3 indicateurs sont bons pour la vitesse. Sur vitesse. Sur vitesse. En clair, la vitesse est supérieure à la capacité de résistance de la carlingue. L'avion risque tout simplement de se désintégrer en plein vol. Sauf, bien sûr, si l'alarme est fausse. En cabine, cette fois, les passagers commencent à s'inquiéter. Ils comprennent que la situation n'est pas normale. Et les pilotes ne sont pas au bout de leur peine. Les alarmes continuent à se multiplier. Radar ratio. C'est pas possible, rien ne se déconnecte. Tous les instruments moteurs sont OK. Bon sang. À quelle vitesse on peut bien voler vraiment? Contrôle, à quelle vitesse sommes-nous? Aéropérou 603 de Lima, je vous localise. Vous passez au 260 de Lima à 31 000 nautiques ouest. Votre altitude est de 10 000 plus 700 et votre vitesse d'environ 280 nœuds. Super. Ici, on a 360. Dans le poste, l'équipage travaille dans des conditions de plus en plus difficiles. Depuis le décollage, à chaque minute, une nouvelle alarme est apparue et ce n'est toujours pas fini. Sur vitesse. Quoi? Au même moment, l'alarme de décrochage se met en marche. Et celle-ci est spectaculaire. Le vibreur de manche se met en action et indique que l'avion n'a plus suffisamment de vitesse pour voler. La confusion est totale. On est en train de décrocher. On n'est pas en train de décrocher, c'est une fausse alarme. Quand un avion ralentit au point de ne plus pouvoir se tenir en l'air, il décroche. Les ailes décrochent et il cesse de voler. Alors il y a un système d'alarme installé sur l'avion pour prévenir les pilotes d'un éventuel décrochage. C'est le vibreur de manche. Et il y a aussi une alarme vocale pour les prévenir. Quand le vibreur de manche s'enclenche parce que l'avion vole trop lentement, le manche est secoué de vibrations, alors que l'alarme vocale annonce le décrochage. Évidemment, à ce moment-là, les pilotes doivent entamer la procédure pour ramener l'avion dans une situation normale. Et les pilotes ne sont plus d'accord entre eux. Évidemment, cela n'arrange pas la situation. Non! Le vibreur de manche s'est déclenché. Le vibreur de manche, même avec les aérofreins, on est toujours à 320 nœuds. Mais pourquoi nos instruments n'indiquent pas la même chose? L'indicateur de décrochage leur indique qu'ils sont en train de tomber. En même temps, ils ont une alarme de survitesse. C'est impossible. Les deux alarmes se contredisent. Soit on décroche, soit on est en survitesse. Ça les a affolés encore un peu plus. Ça ne s'était jamais produit auparavant. Il s'agissait d'une situation d'urgence totalement inédite. En avion, on doit toujours chercher ce qui peut nous tuer. Il faut d'abord identifier le danger mortel. Le reste, c'est un moindre mal. On verra ça plus tard. Alors quand vous avez une alarme de décrochage ou une alarme de survitesse, il faut agir sur le champ. Mais là, ils avaient à la fois une alarme de décrochage et une alarme de survitesse. Dans ce cas-là, où est la vraie, où est la fausse? À cet instant, le copilote comprend qu'ils n'ont aucune chance d'atterrir sans aide extérieure. On demande s'il n'y a pas un avion dans le secteur. On demande s'il n'y a pas un avion qui pourrait venir nous tirer de là. On a déjà alerté les secours. Non mais, il n'y a pas un avion qui pourrait nous guider? Il n'y a pas un seul vol Aéropérou dans le secteur ou un autre vol? Arrête, ne dis pas n'importe quoi. Aéropérou 603, on a un 707 qui s'envole pour Puddlewell, on va le prévenir. Pour les pilotes, chaque minute supplémentaire est dorénavant un calvaire. Et le calvaire dure depuis plus d'un quart d'heure. Maintenant, ils sont totalement désorientés. À cet instant, ils ignorent que les eaux froides du Pacifique Sud ne sont plus qu'à 500 mètres sous le ventre de l'avion.
500 mètres, alors que la tour continue de les rassurer en leur transmettant une fausse altitude de plus de 3000 mètres. Aéropéro 603, vous volez actuellement au cap 120 à une altitude de 10 000 pieds. Votre vitesse est d'environ 220 nœuds et vous vous trouvez à 33 000 nautiques au nord-ouest de Lima. Le 707 sera prêt à se porter vers vous d'ici 15 minutes. Cet avion au décollage est dorénavant leur seul espoir. Lui seul serait capable de les guider vers l'aéroport. Mais 15 minutes d'attente, c'est long. Un appareil aurait pu en effet venir se mettre bord à bord. Ils auraient pu voler en formation. Oui, ça aurait pu leur sauver la mise. Cela dit, il faut se rappeler qu'il faisait nuit et que les pilotes n'avaient peut-être jamais été formés au vol en formation. Mais ça aurait pu être une des solutions au problème, certainement. Mais qu'est-ce qui se passe? On vole beaucoup trop bas. Aéropéro, on a une alarme. 23e minute de vol. Cette fois, c'est la plus terrifiante des alarmes qui s'enclenche, le GPWS, l'avertisseur de proximité de sol, signalant que l'avion est à moins de 100 mètres de hauteur. On a une alarme GPWS, alors qu'on est censé être à 10 000 pieds. D'après mon écran, vous êtes à 10 500 pieds. Il y a un système à bord de l'appareil qu'on appelle le GPWS, ou système avertisseur de proximité du sol. Il mesure le taux de descente de l'avion. L'ironie de l'histoire ici, c'est qu'ils ont reçu cette alerte leur indiquant qu'ils volaient trop bas. Et visiblement, cette information était fiable. Seulement, ils avaient déjà tellement eu affaire à de fausses alarmes, à des sonneries, à des sifflements, qu'à mon avis, cette nouvelle alarme, ils ne l'ont pas prise au sérieux. Les ordinateurs deviennent complètement dingues. L'avion, pour l'instant, continue à survoler la mer tout en longeant la côte. Aucune checklist n'est prévue quand on a 7 ou 8 alarmes qui se déclenchent en même temps. Et il n'y a aucun moyen de les couper. Ça fait un raffut épouvantable. Si je vous fais écouter cette bande, vous entendrez tout, les sifflements, les alarmes vocales et tout le reste. Et le vibreur de manche qui fait... C'est un environnement extrêmement stressant. Le commandant ne sait plus quelle alarme croire. Par précaution, il décide d'annuler son approche et de reprendre un cap vers le large. Vous virez à droite pour prendre un cap ouest? Affirmatif, on prend un cap de 250. Quoi qu'il arrive, on se dirige vers la mer parce qu'on a une alarme GPWS. À la tour, le changement de trajectoire du vol 603 n'a pas échappé au contrôleur. Oui, affirmatif. Je vous localise à 42 nautiques à l'ouest au cap 250. On est bien au-dessus de la mer? Affirmatif, au-dessus de la mer. Vous êtes à 42 nautiques vers l'ouest. Mais le vol ressemble à une roulette russe. Les pilotes sont totalement aveugles et tentent de maîtriser un avion de plus en plus incontrôlable. On est en train de ralentir. On est à 370 nœuds. Est-ce qu'on est en train de ralentir? Mes instruments indiquent la même vitesse. Vous volez à peu près à 200 nœuds. Vitesse 200 nœuds? 220 nœuds de vitesse sol. Votre vitesse diminue un peu. 200 nœuds, à peine 360 km/h. Sans les volets, presque la vitesse de décrochage. Mais bon sang, on va décrocher. Remonte, on verra bien. Remonte! D'instinct, le commandant sent qu'ils ne tiendront pas les 10 ou 15 minutes supplémentaires nécessaires à l'arrivée de l'avion de secours. Il décide une nouvelle fois de tenter un atterrissage. Probablement, le réflexe dans ce cas-là, c'est venir se reposer en disant on va se débarrasser, on arrête, quoi. On est fatigué, vivement que ça se termine. Évidemment, ça, c'est une position dangereuse. La situation de stress fait qu'ils n'ont pas fait la bonne analyse des données. Ils ont cru qu'ils pourraient encore piloter. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, erreur de jugement et prise de décision qui n'était pas la bonne. L'avion revient donc vers la Terre. Et l'équipage à nouveau entame la procédure d'approche pour un atterrissage. Je vais tenter d'intercepter l'ILS. J'essaie de descendre. Lima Aéropéro 603. Maintenant, on va essayer d'intercepter l'ILS.
pouvez nous dire si on est dedans? Bien reçu, Aéropérou 603. Vous volez actuellement à 9700 pieds. Soudain, sans raison apparente, plusieurs instruments semblent fonctionner à nouveau correctement. Celui-ci fonctionne. Celui-là aussi. Entre les informations disponibles à bord et celles de la tour, la situation paraît à nouveau contrôlable. Je suis en train de vérifier votre vitesse. Le 707 arrive au seuil de piste pour le décollage. Pouvez-vous nous confirmer notre vitesse? Car c'est très important, on n'a aucune indication fiable de vitesse à bord. Bien reçu. Vous commencez à virer, j'estime votre vitesse seule à 270 nœuds. Ne change rien, Eric. 270 nœuds, c'est bon. Espoir trompeur, car si la vitesse est correcte, l'altitude est toujours dramatiquement fausse. Et l'avion, en fait, est au ras des flots. Votre altitude est de 9700 pieds. Et au radar, votre vitesse seule de 240 nœuds. Comment on peut voler aussi vite puisqu'on descend avec les moteurs au ralenti? Donnez-moi l'altitude, s'il vous plaît. Vous vous maintenez à 9700 pieds d'après les instruments. 9700 pieds? Oui, correct. Quelle altitude lisez-vous sur vos instruments? Avez-vous des repères visuels? On affiche 9700 pieds, mais on a une alarme GPWS. Vous êtes sûr que vous nous avez au radar à 50 nautiques? Vise un peu ça. Avec 370, on a peut-être... On a quoi? 370 quoi? On sort le train d'atterrissage? Aéropérou 603 Lima. Mais on fait quoi avec le train? Soudain, 30 minutes après le décollage, l'inéluctable arrive. On touche l'eau! Remonte! Grimpez, grimpez, Aéropérou 603, remontez! Pendant 20 secondes, les pilotes tâchent de reprendre de l'altitude. Je le tiens! Je le tiens! On va se retourner! Aéropérou 603. Aéropérou 603. Lima. Le lendemain matin, c'est par les médias qu'Albert Menus apprend l'accident. 5 minutes after takeoff, the crew informed the tower that they were having an emergency and they requested clearance to return to Lima. During the process, contact with the aircraft was lost at 0110, with the latest position of the aircraft being 50 miles north of the city of Lima. Vers 6 heures du matin, je me suis levé et j'ai mis les informations à la télé. Ils ont dit qu'un crash avait eu lieu, qu'un avion d'Aéropérou s'était écrasé. Mais ils ont parlé d'un vol New York-Lima. Rescue operations are underway by authorities. The aircraft was carrying 61 passengers and 9 crew members. Albert Menus n'est pas inquiet. Son beau-frère et son associé étaient sur le vol de Santiago, pas sur celui de New York. Je suis allé prendre une douche sans me tracasser plus que ça. Mais quand je suis sorti de la salle de bain, ils ont rectifié et indiqué qu'il s'agissait en fait du vol Lima-Santiago. Je savais que Kenny et Abraham avaient pris cet avion. Ils ont donné très peu de détails. Ils ont dit qu'il y avait peut-être quelques survivants. Ils ont ajouté que l'appareil avait atterri, enfin qu'il s'était abîmé dans le Pacifique, qu'il disposait de très peu d'éléments et que l'accident avait eu lieu la nuit. Je me suis dit que l'avion avait dû réussir à amérir et que la plupart des occupants s'en étaient tirés. Aussitôt, l'enquête démarre et est confiée à Guido Fernandez qui vient juste d'intégrer le bureau enquête accident péruvien. Pour lui, cette première affaire est très particulière. Le copilote David Fernandez était son neveu. Je dormais. Il était aux environs de 4h30 du matin. Ils m'ont appelé pour me dire que mon neveu avait disparu dans un accident d'avion. Ils m'ont demandé comment je me sentais, du fait que mon neveu était le copilote. Évidemment, j'étais bouleversé. Mais c'est mon métier, il fallait bien que je le fasse. Alors j'ai obéi et je me suis mis au boulot. Dans les heures suivantes, Guido Fernandez survole la zone du drame à bord d'un hélicoptère de la marine. Mais rapidement, l'évidence s'impose. Il n'y a aucun survivant. Seuls 9 corps sont repêchés parmi les débris. Les autres ont sombré avec l'avion au fond de l'océan. L'enquêteur rencontre ensuite le seul témoin direct, le contrôleur aérien de la tour de Lima.
Le contrôleur n'y comprenait rien. Il avait fait de son mieux. Il avait tout fait pour les aider. Mais malheureusement, lui aussi s'était retrouvé face à une situation d'urgence inédite. Reste maintenant à comprendre ce qui s'est passé. Nouveau venu au bureau enquête péruvien, Guido Fernandez n'a pas suffisamment d'expérience pour une telle enquête. Il va demander l'aide du NTSB américain, le Bureau national de la sécurité des transports, basé à Washington, est considéré comme le meilleur expert mondial en matière de catastrophes aériennes. Ils avaient retrouvé l'avion grâce aux nombreuses informations radars dont ils disposaient. La marine péruvienne avait repéré les débris flottants. Il ne restait plus qu'à retrouver l'épave qui avait coulé au fond. Mais pour ça, ils n'avaient pas le matériel adéquat. Dick Rodriguez est envoyé par son administration en mission à Lima pour tenter de reconstituer le déroulement des faits avec Guido Fernandez. J'ai appris qu'il était l'oncle du copilote. Je leur ai dit qu'il valait peut-être mieux dessaisir Fernandez de l'affaire à cause de ce qu'il devait éprouver. Mais rapidement, les craintes de l'enquêteur américain s'évanouissent. Il s'est montré très objectif. Il a mené une excellente enquête compte tenu du fait qu'il était très proche de son neveu. Il a fait du très bon boulot. Après un crash, les boîtes noires sont conçues pour émettre durant 30 jours un signal radio permettant de les localiser. Et de fait, les sous-marins téléguidés de la marine américaine réussissent à retrouver assez rapidement les deux précieux enregistreurs. Mais avant même d'en connaître le contenu, Dick Rodriguez a déjà quelques idées. Habituellement, quand un avion se disloque en vol, les débris s'éparpillent sur un rectangle d'à peu près 25 km de long sur 2,5 km de large. Là, ce qu'on a observé démontrait immédiatement, vu l'état de l'épave, que l'avion s'est désintégré au moment du crash. Les débris étaient à peine dispersés. L'appareil avait donc percuté la surface à pleine vitesse. C'est pour ça qu'on a obtenu cette configuration très regroupée. Conçues pour résister au choc, au feu et à l'eau, les boîtes noires sont intactes. Une fois à la surface, elles sont aussitôt placées dans des glacières d'eau douce pour éviter toute oxydation. Puis, rapidement, elles sont expédiées à Washington pour être analysées par les spécialistes du Bureau de la sécurité des transports. Les enquêteurs s'intéressent tout particulièrement à l'enregistreur vocal, le CVR. Sur les 30 minutes de bande sont stockés tous les sons, toutes les alarmes, mais aussi toutes les paroles prononcées par l'équipage. À la première écoute, il est difficile d'entendre les voix des pilotes, tellement le vacarme dans le poste est assourdissant. Il décide de numériser la bande, puis de la filtrer pour la rendre plus audible. C'est alors qu'il commence à comprendre. Rapidement, on a compris qu'ils avaient eu des soucis avec l'anémomètre et l'altimètre. Or, les données touchant à la vitesse et l'altitude sont toutes exclusivement fournies par le système de prise d'air statique et dynamique. Sur les avions, quelle que soit leur taille, le calcul de la vitesse et de l'altitude sont basés sur la pression atmosphérique, ce qui nécessite des prises d'air à l'extérieur de l'avion. Si ces prises d'air statiques sont obstruées, les ordinateurs de bord reçoivent des informations erronées et du coup déclenchent de fausses alarmes.
Ces fameuses prises auraient-elles été bouchées sur le vol 803 ? Les robots de la marine américaine finissent par percer le mystère en retrouvant les prises d'air statique du 757. Et de fait, les enquêteurs s'aperçoivent qu'elles sont totalement obstruées par du ruban adhésif. Si toutes les prises sont bouchées, évidemment, il n'y a pas d'issue. C'est très très difficile de s'en sortir. La suite, les enquêteurs n'ont guère de mal à la reconstituer. Avant le vol 603, le Boeing 757 était parti en maintenance. Et lors d'un nettoyage en profondeur, les techniciens avaient comme d'habitude protégé les prises d'air statique à l'aide de rubans adhésifs. Sauf qu'en remettant l'avion en ligne, les mêmes techniciens avaient oublié de retirer les rubans adhésifs. Un petit détail menant à une vraie catastrophe. Personne n'a jamais décollé l'adhésif. Et quand l'avion a pris de l'altitude, tout ce que les instruments ont enregistré, c'était la pression de l'air emprisonné avant le départ. Plus l'appareil grimpait, plus l'air se raréfiait. Mais les informations transmises aux instruments et aux ordinateurs étaient erronées. Les instruments délivraient donc des indications aberrantes. Le responsable censé contrôler l'entretien ne l'a pas fait. Quant à son supérieur, il n'était pas là ce soir-là, il était malade. C'est donc un mécanicien qui s'est chargé de la besogne, et lui n'a rien vu. Le commandant de bord a ensuite effectué la visite pré-vol. Elle sert justement à repérer ce genre de détails. Mais ce soir-là, pendant la pré-vol, le commandant n'a rien vu non plus. Un malheureux petit morceau de papier enduit de colle a provoqué un accident. Mais ce n'est ni au papier ni à la colle qu'il faut s'en prendre. C'est une erreur humaine. Ce sont des hommes qui ont collé l'adhésif et qui ont oublié de le décoller. Le pire, 8 mois auparavant, un accident presque similaire est survenu également sur le même type d'avion, un Boeing 757. Le 6 février 1996, un appareil affrété par la compagnie de charter Birgen Air décolle de Puerto Plata, en République dominicaine. 8 km plus loin, l'avion s'écrase. Bilan, 189 morts. Là aussi, le Bureau de la sécurité des transports américains participe à l'enquête. Elle sera brève. L'inspection d'épave révèle aussitôt que l'une des prises d'air extérieures de l'avion était complètement obstruée. Même cause, mêmes effets, mais plus rapide. Dans le cas Birgen Air, dès le décollage, les pilotes cherchent à prendre de l'altitude. L'altimètre ne bouge pas, alors ils tirent sur le manche et cabrent de plus en plus l'avion. Jusqu'au moment où l'appareil décroche, part en virage engagé et termine dans l'océan. L'accident de l'appareil Birgen Air avait déjà montré à quel point un équipage pouvait s'affoler quand des alarmes se déclenchent sans raison apparente. Rudder ratio, Mach trim. C'est alors impossible pour les pilotes de découvrir l'origine exacte du problème. Ils ignorent si ça vient de l'ordinateur de bord ou de mécanismes situés en amont, comme les prises statiques. Le constructeur, lui, était parfaitement au courant de ce qui s'était passé, pourtant tout a recommencé. 3 mois après ce premier drame, une circulaire consacrée au problème des prises d'air statique est envoyée à toutes les compagnies aériennes. Enfin, à presque toutes. Ces circulaires, disons qu'elles sont le résultat de l'enquête menée en République dominicaine sur l'appareil Birgen Air. Mais Aéropérou ne les avait pas encore reçus au moment de l'accident. Le gouvernement péruvien a d'ailleurs été très clair dans son rapport sur le drame. Il a qualifié de honteuse une pareille lenteur. Il aurait fallu, selon lui, se montrer plus diligent et faire circuler ses recommandations plus vite. C'est tout à fait regrettable, mais ça nous ramène au manque de communication qui sévit parfois entre les compagnies aériennes. Ces dernières rechignent à s'échanger les informations à cause de la concurrence acharnée qu'elles se livrent. Elles font de la rétention d'informations, surtout quand ça concerne la sécurité. C'est ce qui s'est passé dans l'accident du vol Aéropérou. On a 9700 pieds, mais on a une alarme GPWS. Vous êtes sûr que vous nous Les enquêteurs s'interrogent aussi sur le comportement de l'équipage.
La décision de tenter un atterrissage ne fait pas l'unanimité. Dans la même situation, Alan MacLeod, lui, aurait adopté une autre attitude. Stabiliser la vitesse et voler tout droit, en très légère montée, jusqu'à l'arrivée de l'avion de secours. L'expérience prouve que si vous ne contrôlez pas bien l'avion en cas de problème, et des problèmes, Dieu sait s'ils en ont eu, eh bien il faut continuer à voler, coûte que coûte, se concentrer sur le pilotage, tout faire pour parvenir à maîtriser l'appareil. Est-ce qu'on est en descente là? On a 372 affichés. Si on ne fait pas ça, l'avion prend le dessus et la situation empire. C'est pour ça que moi j'aurais continué à voler, à condition de pouvoir le faire sans risque. Pour ça, je m'en serais remis à l'horizon artificiel et j'aurais affiché les paramètres moteurs habituels. Après, seulement, j'aurais fait demi-tour pour aller me poser. L'équipage visiblement s'est laissé déborder par la situation et n'a pas résisté psychologiquement à la pression insoutenable qui a pesé sur leurs épaules durant 30 minutes. On a peut-être une vitesse. 370 quoi? On sort le train d'atterrissage? C'est facile de s'asseoir dans le poste d'un 757 pour jouer les donneurs de leçons. Toutes les alarmes leur résonnaient dans les oreilles. Alarme de survitesse, alarme de proximité du sol, alarme de décrochage. Je peux bien décréter que moi, pilote chevronné, j'aurais plutôt fait ceci ou cela. Seulement, il faut se mettre à la place de l'équipage ce soir-là. Ces deux hommes se sont retrouvés dans une situation épouvantable. Ils avaient un appareil à faire voler et devaient affronter une terrible expérience. Ils n'ont pas compris ce qui pouvait leur arriver, ils n'ont pas compris l'improbable. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Mais la raison principale est là. C'est que mauvaise analyse est donnée, quelle que soit la gravité de la situation, et il n'est pas évident qu'un autre équipage aurait fait mieux. 2 semaines après le crash, Albert Menus, comme les dizaines de familles endeuillées, se met en quête des corps de son beau-frère et de son ami, et finit par les identifier à la morgue de Lima. Je voulais les retrouver. Je voulais vraiment les retrouver. En même temps, je me prenais à rêver. Si on n'arrivait pas à les retrouver, c'était peut-être parce qu'ils avaient échoué sur une île et qu'ils étaient en train de prendre un verre avec de jolies filles et de les regarder danser. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Quand je les ai retrouvés, j'ai senti que j'allais pouvoir enfin tourner la page. J'allais récupérer leurs corps, les enterrer et venir avec la famille déposer des fleurs de temps en temps. Et nous pourrions dire, c'est ici que repose mon beau-frère, ou bien mon père, ou bien mon mari. Dorénavant, le travail des enquêteurs est terminé. Maintenant, c'est à la justice de prendre le relais. J'aurais voulu les ressusciter. Puisque c'était impossible, je voulais au moins qu'on indemnise les épouses des victimes. Mais combien vaut une vie? Abraham avait 3 filles. Aujourd'hui, elles n'ont plus de père. Comment peut-on les dédommager? L'idéal, ce serait de le ramener à la vie. De tous les ramener à la vie. Mais puisque ce n'est pas possible, il faut envisager une compensation financière. Et il faut se battre pour obtenir le maximum. En novembre 1996, un avocat de Miami, représentant 41 passagers et plusieurs membres d'équipage, accuse Boeing d'être responsable de la catastrophe. C'est à Boeing de prévoir l'usage impropre qui peut être fait de son matériel. Le fabricant d'un produit est légalement responsable de sa mauvaise utilisation. C'est à lui de remédier au problème. Boeing construit des avions dont la structure représente un danger potentiel. Pour nettoyer l'appareil, il faut obstruer la prise statique. Si on oublie ensuite de déboucher cette prise, l'avion risque de s'écraser. Mais Boeing, à son tour, se retourne contre Aéropérou. Après tout, c'est un employé de la compagnie péruvienne qui a oublié de décoller l'adhésif, malgré les mises en garde affichées.
Boeing accuse également le commandant Schreiber de n'avoir rien vu lors de la visite pré-vol. Avant chaque vol, l'équipage doit obligatoirement faire le tour complet de l'appareil et vérifier visuellement que tout est en ordre. Pourquoi le commandant n'a-t-il rien détecté? L'inspecteur Rodriguez a une petite idée sur la question. D'abord, c'est situé très haut, à environ 4,50 m ou 5 mètres du sol. Et puis, c'était le soir, ils ont fait ça à la lampe torche. En plus, c'était du ruban armé, qu'on n'est d'ailleurs pas censé utiliser pour ça. Seulement, le ruban armé est argenté. Il se confondait avec le fuselage de l'appareil. 3 ou 4 personnes ont regardé et aucune d'entre elles n'a repéré les morceaux d'adhésif. Finalement, c'est l'employé qui a posé le ruban adhésif sur les prises d'air statique qui est reconnu responsable et incarcéré. Les avocats. Vous savez, quelquefois, les avocats mélangent tout. Ils envoient un type poser des questions. Celui qui a mis les adhésifs était le peintre de l'équipe. C'était le moins qualifié du lot, le moins au courant des conséquences possibles. Le juge a pourtant décrété qu'il était responsable. Et le peintre s'est retrouvé en prison. Un avion ne s'écrase pas parce qu'un mécanicien péruvien qui gagne 2 € de l'heure fait un oubli. On peut se douter qu'un employé comme lui risque de commettre une erreur. L'erreur est humaine. Il faut donc prendre ses précautions pour qu'un avion de 50 millions d'euros n'aille pas s'écraser sous prétexte qu'un agent d'entretien a fait une bêtise. Et puis, dans certaines situations, les pilotes doivent parfois savoir oublier les ordinateurs, les systèmes assistés et les raisonnements compliqués pour s'en remettre à leur instinct, à leur expérience et à leur seul talent de pilote. Il m'est personnellement arrivé une histoire similaire. Je décolle, c'était en Fokker, l'avion se met à tourner et je compte jusqu'à la butée et l'avion continuait à être incliné par la droite et j'étais en butée à gauche. Situation incompréhensible. Et on s'interroge tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on ne comprend pas ce qui se passe. On essaie de lutter tout simplement contre une machine qui s'en va et qui devient hors contrôle. J'avais un commandant de bord qui avait énormément d'expérience de planeur et qui a réussi à ramener l'avion. Moi, j'étais incapable de ramener l'avion. Grosse expérience. Il est revenu à son pilotage de base. Il n'a pas compris la situation et il s'est dit, bon, il est encore pilotable, on va faire avec. Formidable. Et on a compris cette situation qu'une fois arrivé au sol. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait énormément neigé, une nuit d'hiver, qu'il s'était accumulé de la glace et de la neige sur les 2 ailes, et que malheureusement, une seule aile avait été dégivrée, donc nettoyée, et que, changement d'équipe, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, l'autre aile avait été laissée avec le givre et la neige, donc 3 tonnes de plus d'un côté que d'un autre, évidemment. On ne pouvait pas s'imaginer un moment que ça pouvait être ça. Et on se serait craché, comme ça aurait pu se faire. Très bien. La neige aurait fondu, personne n'aurait compris. Les commandes étaient intactes, tout était normal, l'avion révisé, l'équipage avec de l'expérience. On n'aurait pas compris. Et donc, dans ces situations-là, inattendues, encore une fois, eh bien, on essaye de revenir à son pilotage de base. Il n'y a que ça, à la limite, à l'extrême limite, qui peut nous sauvegarder. Si les pilotes n'ont plus qu'à appuyer sur des boutons, ça ne va plus. Pour que l'homme et la machine entretiennent de bons rapports, il faut que l'homme reste aux commandes de l'avion. On doit donc concevoir des appareils à échelle humaine. On peut intégrer tous les chiffres, tous les nombres et tous les trucs informatiques qu'on veut. Ce sera toujours un homme qui tiendra le manche. Il faut que l'homme reste le patron. En 1999, Boeing et Aéropérou ont conclu un accord amiable sans passer devant les tribunaux. Les 2 sociétés ont versé environ 1 million d'euros à chacune des familles de victimes. Une indemnisation exceptionnelle à la hauteur des terribles conditions dans lesquelles ont péri les occupants du vol 603. La plupart des occupants de l'avion étaient vivants au moment du choc. Dans un accident comme celui-là, presque tout le monde survit au crash et meurt ensuite par noyade. Ils ont vécu l'horreur absolue, c'est sûr. Ils ont terriblement souffert. Ils étaient épouvantés.
parce qu'ils ont parfaitement compris ce qui leur arrivait. La catastrophe va faire une autre victime, la compagnie nationale péruvienne. Criblée de dettes, Aéropérou fait faillite 3 ans plus tard, en 1999. De son côté, Boeing s'est penché sur les problèmes des prises d'air statiques et a publié de nouvelles recommandations. A priori efficaces, depuis 1996 et la tragédie du vol 603, dans le monde entier, aucun incident ou accident similaire n'a été enregistré. Les concepteurs et les fabricants de ces équipements savent qu'ils doivent tenir compte des questions de sécurité. D'ailleurs, ils le font parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire. Ils savent également que s'ils font preuve de négligence, il y aura toujours quelqu'un pour mener l'enquête et découvrir ce qui s'est passé. Et là, on les jugera responsables de leur faute. S'ils négligent les questions de sécurité, ils seront bien obligés de payer. Au vu des divers accidents, l'ensemble du secteur aéronautique a compris qu'un élément tout bête, comme une prise d'air statique, pouvait provoquer un incident majeur, voire un accident. Ces drames ont aussi rappelé aux pilotes de ligne que tout peut arriver. Ce sont ces prises de conscience qui, seules, permettront d'éviter la catastrophe. L'affaire Aéropérou aura permis à l'aviation commerciale de devenir encore plus sûre, en éliminant un risque méconnu. Mais rien ne remplacera les vies perdues à jamais pour quelques centimètres de ruban adhésif. Dire que ce garçon n'est plus de ce monde, c'est vraiment dur à avaler. C'est vraiment dur à comprendre. Il m'a fallu un sacré bout de temps pour l'accepter. Mais le souvenir, lui, demeure, et il demeurera longtemps. Je ne veux pas laisser tomber.